bonsoir. Des hommages, mais aussi des échanges sur la zone de libre-échange continental. Ce sont là deux éléments essentiels de la célébration cette année du 31 juillet, la journée de la femme africaine, la panafricaine, instituée comme telle à l'occasion du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes, OPF. C'était en 1974 à Dakar, au Sénégal. L'OPF, je vous rappelle, est la première et la plus ancienne des organisations féminines africaines. Elle a été créée, tenez-vous bien, en 1962 dans l'optique de réunir toutes les organisations féminines africaines au sein d'une plateforme unique afin de partager les bonnes pratiques, de promouvoir les droits humains dans le but d'éliminer toute forme de discrimination à l'égard des femmes, de soutenir la libération de l'Afrique et de promouvoir la pleine intégration des femmes africaines dans le développement économique, social et politique du continent. Que de chemin parcouru depuis, mais avec quel bilan, quel parcours, quel défi pour les femmes africaines en général et pour les Maliennes en particulier. Madame Diallo Kama Sakiliba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'OPF, l'Organisation panafricaine des femmes. Bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup, M. Konaté. Alors, vous êtes donc une organisation féminine, mais pas n'importe laquelle. Vous êtes une agence spécialisée de l'Union africaine. Qu'est-ce que cela implique concrètement pour vous? Nous constituons la branche féminine de l'Union africaine pour les aider les chefs d'État à mettre en œuvre leurs politiques et programmes sur le terrain au niveau des États. Donc, c'est un travail très passionnant parce qu'il s'agit de la défense des droits de l'homme en général et des droits de la femme en particulier. Alors, est-ce que cette affiliation, si on peut l'appeler ainsi, vous donne des obligations particulières, des responsabilités particulières par rapport aux autres associations? Oui, nous avons des responsabilités particulières par rapport aux autres associations parce que le travail se fait en pyramide. Nous sommes affiliés à l'Union africaine. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'Union et nous sommes aussi avec les États, au niveau des États. Donc nous avons des responsabilités aussi à travailler avec les États et avec les organisations féminines à la base, au niveau des différents pays. Donc nous avons la responsabilité de relayer l'information au niveau des pays, de diffuser l'information au niveau des pays, de vulgariser les lois et les textes qui sont pris, non seulement par l'Union africaine, mais aussi par les États. Donc, nous constituons un trait d'union entre l'Union africaine et les États, et entre les États et les femmes. Alors, fédérer des organisations au niveau continental, surtout des organisations féminines, ce n'est pas forcément chose aisée. Comment est-ce que cela se passe dans la pratique? Dans la pratique, nous sommes structurés. Nous avons une structuration. Nous avons une présidente une Namibienne, qui est en Namibie, qui travaille à partir de son pays. Chacune de nous travaille à partir de son pays. Et nous avons une secrétaire générale qui travaille en étroite collaboration avec elle, qui est ougandaise. Et nous avons une vice-présidente par sous-région. Donc les 5 sous-régions de l'Afrique, ça fait 5 vice-présidentes. Et nous avons 5 secrétaires exécutifs régionales qui travaillent aussi en étroite collaboration avec les femmes dans chaque pays. Donc le maillage, il est complet et les choses vont d'elles-mêmes. Oui, vont d'elles-mêmes. Et nous avons aussi des représentations au sein de l'Union africaine, au sein des Nations Unies, au sein de l'UNESCO, etc. Alors, est-ce que vous êtes mieux écouté du fait que vous êtes affilié un peu à l'Union africaine? Ça vous donne quoi comme force? Oui, ce que ça nous donne comme force, c'est qu'on est mieux écouté. Parce que nous passons par les États au niveau national, surtout précisément à travers le ministère en charge de la promotion de la femme. Donc, nous travaillons avec les départements en charge de la promotion de la femme de façon très étroite, qui aussi travaillent avec les organisations féminines nationales de son pays. Donc, le travail se fait comme ça. Et quand nous organisons, par exemple, les journées panafricaines des femmes, nous diffusons les informations, le thème, par exemple, dans tous les pays, à travers les départements en charge de la promotion de la femme, qui a en charge d'organiser la journée panafricaine des femmes dans son pays. Donc, s'agissant du cas du Mali, le ministère met en place une commission nationale qui regroupe toutes les sensibilités, les acteurs qui travaillent
en fonction du thème. Alors, on va parler de la journée proprement dite un peu plus loin, mais juillet 62, juillet 2023, l'organisation a 60 ans révolu. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'essentiel de 60 ans de combat de l'OPF et avec quel bilan, en quelques mots, par rapport aux objectifs initiaux? Faire le bilan de 61 ans, ce n'est pas très facile. Mais comme vous l'avez dit en quelques mots, l'organisation panafricaine, l'un des acquis majeurs, c'est de fédérer. C'est la seule organisation qui a pu fédérer toutes les femmes en Afrique. Et c'est la seule organisation qui prend jusqu'à aujourd'hui la parole au sein de l'Union africaine pour représenter les femmes, pour défendre les droits des femmes au niveau des réunions de la Commission de l'Union africaine. Nous travaillons en étroite collaboration aussi avec la direction genre de l'Union africaine. Donc, la deuxième chose, c'est que l'OPF a suscité la création de plusieurs associations féminines dans les pays. Et en étroite collaboration avec ces associations, en 1995, nous nous sommes battus ensemble à Beijing pour exiger la création des départements ministériels dans les États. Et cela a eu lieu au Mali, ici, en 1997, en septembre 1997. Donc, c'est des acquis majeurs qu'il faut toujours capitaliser, qu'il faut toujours essayer de consolider. Alors, en termes d'émancipation, on va dire, de parité, de tout ce que les femmes portent au quotidien comme combat, est-ce que ça va de mieux en mieux pour les femmes africaines? Ça va de mieux en mieux. Si nous prenons par exemple la loi 052 pour le cas du Mali, nous l'avons acquis en 2015. Mais l'engagement régional, international qui sous-tend cette loi, c'est le protocole de Maputo. Le protocole de Maputo a été ratifié par notre pays en 2003. Mais c'est jusqu'en 2015, grâce au combat des femmes, que nous avons pu avoir la parité. Et là, l'objectif n'est pas atteint. Ça va de mieux en mieux, mais l'objectif n'est pas atteint. Parce que le protocole de Maputo exige des États 50%, 50%. Quand il y a 100 postes, donc 50%, 50%. C'est ça l'objet, l'esprit du protocole de Maputo. Mais nous disons que ça va de mieux en mieux parce que nous avons vu quand même les résultats des 30%. Ça, on l'appelle quota. On a vu les résultats de ces 30% aux élections communales de 2016, où les femmes ont pu quand même avoir 26% des sièges, à peu près 26% des sièges, comparativement à l'an 2009 où les femmes occupaient seulement 9% des sièges au niveau des municipalités. Alors, on va continuer à parler de la situation des femmes du Mali un peu plus loin dans cet entretien, mais venons-en à la commémoration de la panafricaine des femmes, la panafricaine célébrée chaque année depuis 1974. Donc, qu'est-ce qu'elle a bien pu apporter au combat des femmes cette journée, l'institution de cette journée et sa commémoration tous les ans? Sa commémoration tous les ans, c'est pour quand même... C'est un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire pour reconnaître la lutte de ces femmes-là, qui, depuis 1962, se sont mises ensemble, avant même l'organisation de l'unité africaine, pour dire on se donne la main, pour parler d'une seule voix, pour dire que c'est en se joignant, c'est en se prenant la main, c'est en se mettant ensemble qu'on peut affronter la lutte. Et la lutte, c'était quoi? C'était la lutte contre le colonialisme, c'était la lutte d'indépendance, c'était l'émancipation des femmes. Et ça n'a pas été une chose aisée pour certains pays. Parce qu'il y a des pays qui ont eu leur indépendance à travers des luttes armées. Il y a des pays qui ont eu leur indépendance de façon plus pacifique. Mais pour les pays qui ont eu leur indépendance à travers les luttes armées, les femmes aussi s'étaient armées. Elles faisaient la lutte comme les hommes. Elles posaient des bombes. Il y a dans ces pays, certains de ces pays où les femmes ont posé des bombes pour aider les hommes à conquérir la souveraineté nationale. Donc, quand on célèbre cette journée chaque année, c'est pour nous remémorer de ce combat qui nous donne encore la force, qui nous donne la motivation nécessaire pour aller de l'avant. Alors, vous avez parlé du fait que cette organisation, l'OPF, était là avant l'OUA. Ça veut dire que les femmes ont joué quelque peu un rôle de précurseur aussi en la matière. Tout à fait. Les femmes ont été à l'avant-garde de la paix, de la liberté, de la solidarité.
Donc, nous disons à notre niveau, au niveau de l'OPF, que les hommes ont pris l'exemple sur nous en créant l'Organisation de l'Unité africaine en 1963. Et cela, c'est une réalité. Donc, nous aimerions que les autorités de maintenant continuent dans ce sens, qu'on soit des partenaires. Et la lutte, ce n'est pas fait pour demander une place. La lutte, elle est faite. Nous voulons que les femmes soient là pour se compléter. Il y a des choses que nous pouvons faire en tant que femmes que les hommes ne peuvent pas faire. Mais il y a aussi des choses que les hommes peuvent faire que nous, femmes, nous ne pouvons pas faire. Donc, c'est une complémentarité. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Alors, pour revenir un peu à la commémoration de cette journée, cette année au Mali, on constate que vous avez mis un accent particulier sur l'hommage aux pionnières, à Keïta, Sira Diop. Pourquoi avoir décidé de célébrer particulièrement ces grandes figures qui ne sont plus de ce monde? Oui, comme je l'ai dit, c'est un devoir de mémoire. Dans un pays à majorité musulmane comme le Mali, la reconnaissance veut cela. Chaque 31 juillet doit nous faire penser à ces combattantes qui se sont battues sans rien, sans revenu, sans rien, pour que le développement soit, pour que l'Afrique soit ensemble, pour conforter le panafricanisme. Je pense qu'il y a une journée dédiée pour l'organisation qu'elles ont créée, nous devons quand même leur rendre hommage. C'est ce qui a motivé la lecture du Coran et notre passage autour de leur tombe pour leur faire quelques prières. Et la commémoration continue. Vous aviez une conférence sur la zone de libre-échange continentale. C'est le côté un peu réflexion quand même de la chose. Pourquoi est-ce que le sujet intéresse particulièrement les femmes? L'Union africaine a prôné un projet de libre-échange continental africain pour renforcer l'intégration africaine, pour renforcer le panafricanisme. Et quand on parle de panafricanisme, quand on parle en tout cas du peuple africain, il y a les femmes, en majorité d'ailleurs. Et les femmes sont quand même des actrices incontournables de l'échange continental, du marché. Les femmes sont des commerçantes, elles traversent les frontières. Donc, mais elles vivent beaucoup de tracasseries. Il y a les violences, il y a la corruption dont elles sont victimes. Il y a beaucoup de choses. Elles n'ont pas la connaissance nécessaire pour se tirer d'affaire. Donc, nous avons mis en place cet espace ce matin pour que les experts viennent nous dire quelles sont les opportunités que nous gagnons, dont on peut profiter sur la zone de libre-échange continental et quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés et quelles sont les solutions. Donc l'échange a porté sur ça. Mais qu'est-ce que vous retenez d'essentiel de ce qui vous a été dit ce matin et de la participation des femmes à cette conférence? Est-ce que le sujet a paru intéressant pour les femmes? Est-ce que le sujet les a véritablement intéressées? Le sujet a paru très intéressant pour les femmes parce que et ce qui nous a retenu notre attention, c'est qu'on a su, le conférencier a pu nous expliquer que la zone de libre-échange continental n'a pas commencé encore parce que c'est en préparation et il y a le Mali quand même est en train de prendre des dispositions, a déjà mis une stratégie nationale pour les femmes, pour voir comment est-ce qu'il faut aider les femmes à être des actrices, des meilleures actrices de cet espace. Donc ces dispositions sont en train d'être prises au Mali. Il y a déjà une stratégie nationale concernant les femmes qui va renforcer leurs capacités, leur faire comprendre beaucoup de choses, les aider à aller vers la transformation des produits, la chaîne de valeur, et aussi à se mettre ensemble, à les aider à se mettre ensemble, parce qu'individuellement, on ne peut pas affronter le marché commun africain. Parce que vous ne voulez pas rester en marge de cette affaire-là, de ce marché commun africain, vous voulez coûte que coûte y gagner votre part. Tout à fait. Nous voulons gagner notre part. Et nous nous battrons jusqu'à ce que nous soyons mieux armés avant le début
en tout cas de ce marché, l'ouverture de ce marché continental. Alors venons-en à la situation de la femme malienne. Le combat le plus urgent peut-être, vous me direz si je me trompe, disons, semble être celui pour l'autonomisation. Comment est-ce que vous mesurez aujourd'hui le chemin parcouru en la matière? C'est quoi l'autonomisation? C'est rendre la femme un peu plus forte pour qu'elle ne soit pas dépendante de quelqu'un d'autre. Pour qu'elle assure vraiment sa fonction d'abord au niveau familial, ensuite au niveau communautaire et ensuite le développement du pays. Donc, mais ce n'est pas parti très loin parce que l'État quand même a fait des efforts parce qu'il y a un fonds d'autonomisation des femmes. Mais le montant est très peu et beaucoup de femmes sont dans le besoin. Il y a aussi un autre besoin. Les femmes sont dans l'informel. Il faudrait que l'État s'implique pour aider les femmes à formaliser leurs entreprises. Sinon, l'autonomisation va être un vain mot. Ça a commencé, c'est très bien, mais nous comptons sur le département de la promotion de la femme pour organiser toutes ces femmes, pour coordonner les actions et aller de l'avant pour l'autonomisation. Parce que si on n'a pas suffisamment avancé à vos yeux, c'est parce que l'État n'a pas joué pleinement sa partition ou c'est parce que quelque part la faute aux femmes elles-mêmes? Est-ce que c'est quelque part la société? Qu'est-ce qui cloche véritablement? Oui, là, l'État a joué un grand rôle parce que j'ai dit, et comme je l'ai dit, il y a un fonds d'autonomisation que l'État a mis en place et qui est au niveau du ministère de la promotion de la femme. Mais les femmes aussi doivent aller vers le ministère de la promotion de la femme, où les femmes aussi doivent accepter de se mettre ensemble et quitter le formel, faire de l'informel et faire des efforts pour quitter l'informel vers le formel. Donc si cela n'est pas fait, il sera difficile de parvenir à des résultats très probables. Quand on prend le combat des femmes de façon globale, quels sont les progrès et quels sont les domaines dans lesquels on avance ou les domaines dans lesquels on avance très peu à vos yeux? Bon, il y a par exemple les domaines scientifiques où les femmes, même à l'école, ne veulent pas aller dans les matières scientifiques. Donc ça crée quelques petits problèmes. Mais il y a d'autres domaines, par exemple la transformation agroalimentaire, l'agriculture, l'élevage, la pêche. La femme est dans tout ça. Bon, c'est un peu ça. Et dans les études, les femmes ne continuent pas très loin. Elles ne continuent pas jusqu'au niveau de leurs études. Donc, ou bien elles choisissent des études intermédiaires. On va dans un service, la secrétaire c'est une femme, le comptable c'est une femme, etc. etc. Donc c'est des choses comme ça sur lesquelles on doit encourager les femmes à étudier plus loin, aller au bout de leurs activités et demander aux parents d'éviter en tout cas le mariage précoce. Parce que là aussi ça joue beaucoup sur les filles. Les filles, on les déscolarise pour leur donner en mariage, alors qu'elles n'ont pas peut-être l'âge même de se marier. Quelles sont aujourd'hui les grandes préoccupations, les grands défis pour les femmes maliennes? Le grand défi pour les femmes maliennes, c'est les ressources. Les femmes évoluent dans tous les secteurs, mais elles ont très peu de revenus. Elles n'ont pas le capital nécessaire pour engager dans ce qu'elles font, pour engager dans les entreprises. Donc ça pose problème. Elles n'ont pas les postes qu'elles méritent. Elles n'ont pas les postes de décision. Elles sont victimes de violences basées sur le genre. Donc c'est des grands défis auxquels nous sommes confrontés. Alors vous avez parlé de postes de décision, vous aviez parlé un peu plus tôt de cette loi 052, loi sur la promotion du genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives, une loi donc qui est considérée comme un acquis majeur. Mais est-ce que vous avez l'impression que les femmes sont souvent lésées par rapport à son application aujourd'hui? La loi a fait des effets positifs. Mais ça, c'est par rapport aux élections. Par rapport aux nominations, il y a problème. Il y a problème parce que le plus souvent, on dit on ne sait pas où est-ce qu'il faut trouver les femmes, alors qu'il y a un département de la promotion de la femme. Donc, je pense que si on cherchait les femmes, on en a beaucoup. Dans les services, dans l'administration, il y a des femmes capables, des femmes valables. Parce que les femmes aujourd'hui, elles ont toutes les compétences qu'il faut pour être au même niveau que les hommes aujourd'hui au Mali? Elles ont toutes les compétences parce qu'elles font même quand elles font les mêmes écoles que les hommes, quand il y a un poste pour une personne, on préfère amener l'homme dans ce poste-là. Donc ça pose problème.
Alors, vous avez parlé également de ces violences basées sur le genre, mais c'est un phénomène qui n'est pas propre au Mali. Qu'est-ce que le Mali a de particulier en la matière? Ce qu'il y a de particulier au Mali, c'est que nous-mêmes, nous ne comprenons pas. On s'est dit que nous sommes un pays en majorité musulman. Alors que la religion musulmane prône la paix, l'entente et la solidarité, l'entraide entre les individus. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est les homicides dans le couple. Ça, nous ne comprenons pas du tout. On ne comprend pas du tout ces phénomènes. Donc c'est ça la particularité au Mali. Et nous avons un avant-projet de loi qui souffre depuis des années et qu'on n'arrive pas à transformer en loi. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on demande aux autorités, qu'on demande à la population de comprendre que les violences basées sur le genre, ce n'est pas seulement sur la femme, mais c'est sur la femme et l'homme. Parce qu'il y a aussi des hommes qui subissent des violences dans leur foyer, qui n'en parlent pas, mais nous en sommes conscientes. Donc je pense que cette loi, j'appelle vraiment ici, je fais un plaidoyer, non seulement vis-à-vis des autorités, mais aussi à l'égard des populations, des autorités traditionnelles religieuses, pour qu'on puisse adopter une loi par rapport aux violences basées sur le genre. Parlons du cadre de votre lutte. Il y a une multitude, on va dire, d'associations qui œuvrent quand même pour les droits des femmes, qui combattent pour la cause de la femme. Est-ce qu'il y a suffisamment de coordination? Est-ce que le combat tel qu'il est mené aujourd'hui, il est vraiment efficace? Il y a suffisamment de coordination. C'est vrai qu'il y a des insuffisances, mais il y a quand même des coordinations de femmes qui sont installées depuis plusieurs années, qui travaillent jour et nuit sur le terrain. Mais des fois, il faut reconnaître qu'il y a des insuffisances parce que la coordination n'est pas assez forte pour qu'on puisse parler d'une seule voix et aller ensemble dans les activités ou dans les projets. Et j'appelle ici le ministère de la Promotion à s'impliquer davantage pour amener quand même les femmes à fédérer leurs associations et à vraiment fédérer les actions pour qu'on ait des résultats assez palpables. D'accord, venons-en à la situation globale du pays. Madame Diallo, le Mali en quête de paix et de cohésion sociale. Les femmes ont toujours réclamé leur implication dans tout ce processus. Est-ce que le processus avance aujourd'hui à votre satisfaction et quel rôle est-ce que les femmes jouent? Quand on parle de paix, il y a même une résolution qu'on appelle résolution 1325, une résolution internationale auquel notre pays a souscrit, qui impose aux États l'implication des femmes dans les organes de gestion de paix. Parce que pourquoi? La femme, elle est vecteur de paix. Parce que c'est une maman. Elle a une famille, elle a un foyer qu'elle gère. Elle est le pivot, le pilier même de la société, le pilier même de la famille. Donc, ce que la femme voit passer, l'homme ne peut pas le voir passer. Ce que la femme entend dans la communauté, l'homme ne peut pas l'entendre. Donc quand la femme est là, elle peut donner des orientations. Elle peut expliquer la réalité, ce qui prévaut sur le terrain. Donc c'est ça l'intérêt d'avoir la femme. On a dit au début du débat, les femmes de l'OPF ont été à l'avant-garde de la paix, de la libération de nos États. Donc c'est tout comme le problème que nous vivons aujourd'hui. Nous devons être au cœur de la refondation de ce pays parce que nous sommes les piliers de la famille. Nous sommes des éducatrices, nous sommes des mamans. Nous avons ce triple rôle, le rôle de production, le rôle de reproduction et le rôle communautaire. Parlons de fondation, Madame la Présidente. La transition en cours s'est donc engagée sur cette voie. Qu'est-ce que les femmes que vous attendez donc du processus de refondation en cours? Bon, ce que nous attendons, c'est quand même de nous impliquer davantage. Comme je viens de le dire, nous sommes les piliers de la famille. Nous sommes des mamans, c'est nous qui élevons nos enfants. Donc c'est à nous de les inculquer les valeurs culturelles, les valeurs sociales de notre communauté. Donc un homme ne peut pas le faire à notre place. C'est pour cela qu'on dit quand il n'y a pas de famille, il n'y a pas de foyer. Quand il n'y a pas de femme, il n'y a pas de foyer. Quand il n'y a pas de femme, il n'y a pas de famille. Donc ce que nous attendons, que nous soyons davantage impliqués dans les prises de décision.
D'accord. À l'occasion donc de cette panafricaine, si vous aviez à vous adresser, à adresser donc un message aux femmes du Mali, lequel serait-il? Et c'est de demander encore plus de cohésion entre les femmes, plus de concertation entre les femmes, et faire comme nos mamans l'ont fait. Quand elles n'avaient rien, quand elles n'avaient pas beaucoup d'instructions, elles ont pu fédérer l'Afrique, les femmes africaines. Donc il n'y a pas de raison que les femmes maliennes ne sachent pas le faire. J'appelle toujours le ministère de la promotion de la femme à se mettre devant. Parce que ce ministère-là, c'est le combat des femmes qui a fait que ces départements ont été créés. Donc que le ministère en charge de la promotion de la femme approche plus la société civile féminine pour en tout cas fédérer les efforts, pour fédérer les énergies. Alors si j'ai bien compris, la commémoration de la panafricaine, elle va continuer. Qu'est-ce que vous avez en vue et jusqu'à quand? Ça va continuer, en tout cas ça va prendre une bonne partie du mois d'août parce que la société civile organise des activités sur le terrain et nous sommes obligés de les accompagner. Donc ça va prendre jusqu'au 15 août, il y a des activités programmées. Quel genre d'activités? Des activités d'information et de communication. On a des émissions spéciales sur la panafricaine des femmes. On a des conférences débats programmées par la société civile. Donc tout ça pour édifier les femmes, pour informer les femmes, non seulement sur l'OPF, mais aussi sur l'importance de cette journée et qui nous permettra de parler, en tout cas, de la promotion du genre. Parce que l'information, la communication, c'est important dans le combat? Très important dans le combat. C'est l'élément fondamental. Si ce n'est pas la communication, c'est que tout ce que nous disons, ça va rester entre nous. Donc l'information, la sensibilisation, les plaidoyers sont les maîtres mots de cette journée panafricaine des femmes. Merci Madame Diallo d'avoir répondu à nos questions. Merci bien. Merci. Merci Mesdames, Messieurs de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur l'ORTM.